Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale d'infos. Nous allons nous intéresser dans un instant, évidemment, au drame qui se joue dans les Antilles françaises, pas seulement françaises d'ailleurs. L'ouragan Irma, Luc Laventure d'Outre-mer 360 est sur ce plateau. Nous allons faire le point sur cette affaire dans un instant. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat, une nouvelle formule, deux parties dans un instant. Donc le JT des territoires, puis le club des éditorialistes. Et puis en deuxième partie, territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, nous recevrons bien sûr Philippe Martinez à l'occasion de cette actualité syndicale et sociale. Le leader de la CGT sera interviewé par Hubert Coudurier et Oriane Mancini de Public Sénat. Dans un instant, le JT des territoires. Ce que vous voyez, surtout ce que vous entendez, c'est le cyclone Irma avec un bilan lourd, non définitif évidemment à cet instant, 6 morts. Rien n'a résisté à cet ouragan. L'île de Saint-Martin est détruite à 95%. Luc Laventure, vous dirigez Outre-mer 360, une télévision et un site Outre-mer. On fait le point avec vous sur la situation à la suite du passage de cet ouragan. 95% de l'île de Saint-Martin a été détruite. Alors, il y a évidemment les premières urgences. Il faut les installer, les démarrer. Est-ce qu'on peut, dans ces conditions, démarrer des premières urgences ? Pour les faire, tout à fait, Cyril, mais pour pouvoir les faire démarrer, il faut les acheminer. La ministre est partie hier avec un avion, avec plusieurs centaines de personnes, des pompiers, des gendarmes. Elle vient d'arriver et nous dit-on, elle a eu du mal à atterrir à Pointe-à-Pitre. Comment acheminer tout cela là-bas ? Le préfet hier, d'une voix très blanche d'ailleurs, a annoncé le nombre de morts provisoires, 6 morts, ce qui est quand même très important. Plus d'hôpital, le 3 a été arraché, les salles d'opération sont noyées, la caserne des pompiers a été endommagée et les 200 gendarmes sont en patrouille en ce moment pour éviter les pillages qui ont déjà commencé. Donc on est dans une situation extrêmement tendue et même la gendarmerie et même la marine n'a pas de moyens pour pouvoir circuler sur la mer. Alors ça, ce sont les moyens et les infrastructures. Luc Laventure, comment peut-on expliquer que 7000 Français ont refusé de se mettre à l'abri ? Comment est-ce possible ? Alors, quand on est dans l'Hexagone, c'est inconcevable. Mais quand vous êtes dans quand vous êtes sous les tropiques, et ce n'est pas seulement en France, c'est partout. Regardez aux États-Unis ce qui se passe. On dit attention, il y a un cyclone. Qu'est-ce qu'on fait ? Les gens sont attachés à leur terre, ils sont attachés à leurs biens, ils savent qu'il y a des scènes de pillage. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils restent. Et même les infrastructures dont on dit qu'elles sont solides, quand on a un toit arraché, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le cas de l'hôpital d'ailleurs. Absolument. Un toit arraché qui est totalement hors d'usage donc. Absolument. Donc, pour soigner les blessés, on va les transférer tout de suite ? On va les transférer ailleurs. Dans des endroits en dur aussi, mais qui ont été épargnés par le vent. Alors le président de la République a bien expliqué dès hier soir, qu'il fallait s'attendre au pire. Il avait visité la cellule de crise au ministère de l'Intérieur. Est-ce que l'État va décupler ses capacités ? Alors la ministre vient d'atterrir. Comment ça se passe techniquement ? On sort de l'argent. Comment on vient en aide aux gens ? Comment très concrètement, Luc Laventure, qui connaissait bien ces territoires? Il y a les assurances, il y a les fonds d'urgence. Et ça joue tout de suite, les assurances? Absolument. On dit toujours les assurances, ça met du temps à se mettre en place. Non, mais on est dans des situations d'urgence que l'on connaît, qu'on a déjà expérimenté, avec des process qui sont mis en place depuis quand même une dizaine d'années. Et je pense que les choses iront mieux depuis le cyclone Hugo de 1989. Il y a des process qui sont mis en place qui font qu'effectivement les choses iront beaucoup plus vite. Il faut rappeler, donc pas de téléphone bien sûr, pas d'Internet. Pas d'Internet, mais on peut dire quelque chose qui m'a frappé, qui nous a frappé tous les confrères, c'est le fait que effectivement les réseaux sociaux ont joué à fond. Les réseaux sociaux ont joué à fond avant le cyclone. Pendant le cyclone, effectivement, il y a eu, si je puis dire, un trou noir parce que toute relation satellitaire, donc Internet, a été interrompue. Mais effectivement, les réseaux sociaux d'urgence se sont mis en place et effectivement, la solidarité a joué, notamment entre
les communautés des Antillais en métropole, et plus particulièrement à Paris, et les populations sur place. Alors, un début de polémique ce matin, j'entendais sur les radios, les bulletins d'information et les interviews qui suivaient l'annonce de ce drame. On dit que la caserne des pompiers a été dévastée, bon, l'hôpital, on le sait également, la gendarmerie. Est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer de construire un jour mieux ces bâtiments qui, au fond, sont le premier recours pour les gens qui vont être blessés et qui vont être démunis? Est-ce que, alors, j'entendais un architecte d'ailleurs qui disait oui, c'est possible, mais au fond, comme ce risque n'était pas énorme jusqu'à présent, ce type d'ouragan n'est jamais arrivé dans les Antilles, on ne l'avait pas prévu. Regardez également ce qui se passe aux États-Unis il y a un an. Exact. Grand ouragan, et tout le monde a dit avec Obama, ça va bien se passer la prochaine fois. 1 an, 2 ans plus tard, on a les mêmes dégâts, même plus de dégâts, plus importants. Mais est-ce qu'on peut construire en dur, en plus solide, sachant que ces phénomènes météorologiques vont probablement, dans le futur, enfin c'est ce que disent les météorologues, se manifester plus souvent? Absolument. Je pense qu'effectivement, depuis une dizaine d'années, les cabinets d'architectes et surtout les écoles d'architecture commencent à travailler sur des matériaux spécifiques et qui concernent les zones tropicales et les zones tropicales humides. On s'aperçoit que, par exemple, le béton n'est pas quelque chose de sûr. La preuve, c'est que les toits sont arrachés. Et on travaille sur des matériaux comme le bambou, qui sont extrêmement plus solides et en même temps beaucoup plus souples que le béton armé. Et effectivement, ça pose le problème des normes. Et les normes ne seront pas les mêmes selon qu'on le construise dans l'Hexagone ou des zones tempérées et dans les zones tropicales. Alors, un petit point sur ce cyclone hors norme de catégorie 5. Il n'y a pas de catégorie 6 parce que jusqu'à présent, on ne mesurait pas, c'est ça Absolument. La vérité, on ne mesurait pas au-delà de 5. On était étonné de voir qu'il y avait une alerte violette. Alors, il longe Haïti, il longe Cuba, il va arriver à Miami, il va baisser, expliquez-nous ça, en catégorie 4. Donc, ils vont être moins affectés, les Américains ? Ils sont moins affectés, mais ça dépend où ils passent. Est-ce qu'ils passent sur les terres ou est-ce qu'ils passent sur la mer? Ou est-ce qu'ils passent, est-ce qu'ils longent la côte? Et effectivement, les effets de houle conjugués au phénomène de marée font qu'effectivement, on peut passer de quelque chose qui est normal et qui a peu d'effets, peu d'impact sur la population et en tout cas sur les matériaux, à quelque chose qui peut être extrêmement dramatique comme à Saint-Martin et à Saint-Barth. Alors vous avez sans doute raison, car on parle de 2 tempêtes qui viennent d'être transformées par les météorologues et les spécialistes en ouragans. C'est José qui arrive et Katia qui passe donc de la nomenclature tempête à la nomenclature ouragan. Absolument. Qu'est-ce que on peut faire tout de suite? La ministre arrive, elle pose les pieds, elle monte un centre opérationnel pour coordonner les choses. Il n'y a pas besoin de la ministre pour ça, ça peut se faire avant. Oui, mais c'est symbolique. D'abord, ça montre... C'est l'aide de l'État. C'est l'aide de l'État et puis la République montre qu'elle est présente et je peux épingler le fait qu'effectivement, non seulement l'État, la République montre la solidarité qu'il y a entre toutes les régions de France, mais même également avec Haïti. Avec lesquels on est lié historiquement, culturellement, et je pense que... en termes de langue aussi, il faut le rappeler aux téléspectateurs. Oui, c'est quand même un pays francophone où le français est la langue officielle. Alors, Haïti est bien entendu beaucoup plus démuni en termes d'infrastructures. On peut s'attendre à des dégâts et à humainement des bilans plus lourds encore? Je le crains. Je le crains. Comme dirait Nicolas Hulot, ce sont les mêmes qui trinquent en général. Parce qu'effectivement, le taux de pauvreté est plus important en Haïti. Les maisons, l'infrastructure est beaucoup plus légère. Les maisons sont beaucoup plus vétustes. Donc on peut craindre des choses, un bilan beaucoup plus dramatique. Luc Laventure, vous restez avec nous sur ce plateau, puisque nous allons tout de suite communiquer d'abord le numéro de téléphone d'information que les gens peuvent appeler, surtout j'imagine ceux qui ont de la famille dans ces zones. Le cyclone Irma, c'est le 08 00 000 971, c'est le numéro d'information publique qu'on peut appeler. Luc Laventure, Outre-mer 360, télévision et site internet d'Outre-mer sera mobilisé aussi toute la journée. On peut aller regarder sur votre site et avoir des éléments d'information toute la journée, immédiats. Toute la nuit. Et ce que je peux dire également, c'est l'immense solidarité qui s'est manifestée entre confrères. Pendant toute la nuit, toutes tendances confondues, tous médias confondus, on se téléphonait, on échangeait des informations, on
Vraiment, on est dans une information collaborative qui fait qu'effectivement, nous avons travaillé tous de même pas. On rappelle le bilan provisoire, évidemment. 6 morts à ce stade. Rien n'a résisté à cet ouragan Irma. L'île de Saint-Martin est détruite à 95%. Et il poursuit sa progression, sans doute en faiblissant un peu. Mais vous expliquez, ça va dépendre de ce qu'il va heurter. Est-ce qu'il reste sur la mer ou est-ce qu'il heurte les côtes? Parfait. Merci Luc Laventure, vous restez avec nous. Évidemment, le reste de l'actualité dans ce journal des territoires. C'était une promesse du candidat Macron durant l'élection présidentielle, faire baisser la dépense publique. Devenu président, il la met en œuvre, ce qui inquiète les élus locaux qui craignent pour les finances de leur collectivité sacrifiées sur l'autel des économies. Donc Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, était hier en Gironde, à Montussan, pour les rassurer. Une rencontre entre responsables de collectivités locales et la ministre était organisée. Et Franck Poirot pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest, l'a suivi. Pas de baisse de dotation. Pas de baisse de dotation de l'État pour le fonctionnement et l'investissement des collectivités locales sur le budget 2018. C'est avec cette annonce que Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État et ministre de l'Intérieur, est venue rencontrer les élus locaux girondins, maires, conseillers départementaux ou régionaux. Ils sont 170 à l'attendre dans la salle polyvalente de Montussan. Tous sont inquiets pour les finances de leur collectivité. Le gouvernement a annoncé vouloir faire 13 milliards d'euros d'économies sur leur fonctionnement d'ici 2019. À cela s'ajoute la suppression récente de certains emplois aidés, la future réforme de la taxe d'habitation ou même encore la fin de la réserve parlementaire qui aidait ces collectivités à joindre les deux bouts. Prudence lorsque, sur le plan national, vous mettez en place toute une série de nouveaux dispositifs sans évaluer, sans se baser sur l'expérience véritablement. Une autre question sur la question de la taxe d'habitation. Comment allez-vous précisément trouver ces 20 milliards d'euros? Le nombre d'élus dans les communes, ne le baissez pas, c'est une richesse. Et c'est pas là que vous ferez des économies parce qu'on n'est pas payé. Avec l'ensemble des mesures que le gouvernement compte mettre en œuvre, ces élus locaux craignent que les marges de manœuvre financières de leur collectivité fondent comme neige au soleil. Autre sujet d'inquiétude, l'accentuation du fossé budgétaire entre les communes rurales et les métropoles. La ministre a tenu à les rassurer sur ce point. Bien sûr qu'il y aura une équité en fonction des besoins, en fonction des moyens qu'auront les collectivités locales. Et naturellement, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas sur les communes de 380 habitants ou de 50 habitants ou de 1000 habitants que le plus gros des économies est à faire, bien évidemment. Mais tout ceci doit être étudié au cas par cas. La baisse de la dépense publique est une priorité gouvernementale. Pour la ministre, 80% de cette dépense est le fait des 300 plus grosses collectivités locales en France. Elles devront donc faire des efforts, pas de quoi pour autant rassurer ces élus locaux girondins. Voilà, on part en Provence-Alpes-Côte d'Azur maintenant dans ce journal avec un tiers des Marseillais qui n'achètent pas de titre de transport. Résultat, la RTM déplore une perte de 23 millions d'euros par an. La société a donc décidé de faire de la lutte contre la fraude sa priorité. Un reportage de Provence-Azur TV. Le contrôle des tickets dans les transports marseillais, une opération qui, au vu des chiffres, ne semble pas beaucoup dissuader les fraudeurs. Chaque année, 115 000 PV sont dressés, mais que ce soit dans les trams, bus ou métros de la ville, acheter un ticket est loin d'être un réflexe. Chaque jour, 209 000 personnes dérogent à cette règle. Résultat, en 2016, la RTM déplore une perte de 23 millions d'euros liée à la fraude dans la cité phocéenne. Est-ce qu'une entreprise quelconque pourrait se passer d'un tiers de ses clients qui ne payent pas les factures? Eh bien, un tiers des clients de la RTM ne payent pas leur titre de transport. Ce qui engendre un taux de fraude de 23,5%. Si on sait que 1% de fraude correspond à peu près à 1 million de recettes de pertes pour la RTM, bien 23%, ça fera 23 millions d'euros. Quand vous avez 23 millions d'euros que vous perdez chaque année, c'est pas moins de 10 bus que vous ne pouvez pas acheter, c'est pas moins de 6 rames de tramway et c'est pas moins une rame de métro. Donc si vous voulez mettre en place des bus électriques, si vous voulez développer le tramway, si vous voulez essayer d'avoir quelque chose de plus intéressant sur la desserte de notre ville, eh bien il est clair qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde s'acquitte de son titre de transport. Et les principales victimes sont les transports du centre-ville. Le bus est celui qui, je dirais, bat tous les records. Nous sommes à peu près à 31% de fraude sur le bus, 24% sur le tramway et 20% sur le métro.
Donc c'est essentiellement les lignes du centre-ville, c'est essentiellement ces lignes où les gens s'en servent un peu comme de cabotage. Je monte sur le tramway, je ne valide pas, je fais 3 stations et je ressors. Donc c'est vraiment ce type de fraude qui nous pose un souci. La RTM a donc décidé de mettre en place un système de contrôle beaucoup plus important et un barème d'amende plus dissuasif. En parallèle, des tarifs plus attractifs sont proposés. La majorité des fraudeurs sont plutôt statistiquement masculins et jeunes. Donc là, il y a une démarche tarifaire qu'a fait la métropole en réduisant de 50% à peu près pour les familles ayant des problèmes financiers pour payer le transport, en réduisant le tarif d'à peu près 50%. Également en insistant sur la pédagogie dans les écoles, en allant au contact de ces jeunes, en permettant aux parents de payer plus facilement. Aujourd'hui, tout le monde utilise Internet, donc il faut qu'on passe à ces choses-là. Le réseau s'engage également à améliorer l'accès au transport, notamment en facilitant l'achat des tickets. Le combat contre la fraude est donc officiellement lancé. La RTM vise dans un premier temps 5 à 10% de fraude en moins et espère bien remporter la bataille du contrôle. Le département des Vosges compte désormais 2 circuits courts de vente directe de produits aux consommateurs, appelés les drives fermiers. Le problème, c'est que cela concurrence le petit commerce en ville. À Saint-Dié, Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions nous explique tout cela. Le département compte désormais 2 drives fermiers. Après celui de la Vosges, un second a ouvert ses portes à Saint-Dié rue des Folmars. Et vendredi, il y avait foule pour l'inauguration dégustation en prime. Le drive fonctionne depuis 4 mois, alors comme tous les vendredis, on n'a pas changé ses habitudes. Les adhérents, plus de 70 déjà, venaient prendre livraison de leurs commandes. Ce concept valorise les produits locaux. On touche une clientèle qu'on ne touche pas ailleurs. C'est des gens qui n'ont pas le temps de faire le marché ou qui n'ont pas forcément le temps de se déplacer chez un producteur, puis un autre, puis un autre. Et pour nous, l'intérêt, c'est qu'on n'a pas de perte. On sait exactement, le mardi à minuit, on sait ce qu'on doit produire pour le vendredi. Donc c'est des produits extra frais qu'on produit à la demande. Pourquoi vous venez au drive ? Pour avoir de bons légumes frais, qui sont bien meilleurs qu'au supermarché et pas beaucoup plus chers. Parce qu'on sait qu'on mange sain. On a de la bonne, les bons fruits, des bons légumes, de la bonne viande. Et en plus de trouver des produits de saison bio ou issus de l'agriculture raisonnée, les adhérents apprécient le gain de temps. Quelques clics suffisent pour créer son compte sur le site du drive fermier, pour passer commande jusqu'au mardi minuit. Et chaque vendredi, de 17h à 19h, les paniers sont prêts. Les producteurs, une vingtaine, se relaient pour accueillir les clients. Le drive a été créé après une étude de marché. La communauté d'agglomération s'est penchée sur le drive fermier, qui est une marque nationale, développée par les chambres d'agriculture. Et donc, on a eu des réunions, des appels de la chambre d'agriculture et de la communauté d'agglomération auprès des agriculteurs du secteur. Et à partir de là, l'osmose s'est créée et on a réussi à avoir un groupe au départ de 17 agriculteurs. Certes, les circuits courts ont la cote, mais bémol, ce drive ne va-t-il pas concurrencer le petit commerce en ville ? Il y a très peu d'épiceries sur Saint-Dié qui proposent des produits frais, de saison. Je ne pense pas qu'on soit vraiment un concurrent puisque les gens qui vont venir chez nous cherchent vraiment quelque chose de spécifique. À Saint-Dié, le drive fermier couvre une large gamme de produits, pain, fromage, viande, fruits et légumes, mais aussi miel, confiture, condiments ou boissons. La majorité des producteurs travaillent sur le périmètre de la communauté d'agglomération, voire un peu au-delà, et l'on compte également quelques producteurs alsaciens. Voilà, fin de ce journal. Nous allons bien entendu revenir dans un instant sur l'ouragan Irma avec l'île de Saint-Martin détruite à 95%. Rien n'a résisté. Merci d'avoir suivi le journal des territoires tout de même un peu bousculé. Dans un instant, la une de la presse quotidienne régionale. Dans un instant. Voilà, toutes les unes de la presse quotidienne régionale, bien sûr, sur l'ouragan Irma. Vous le savez, chaos aux Antilles pour les côtes de Haute-Vienne. La dépêche, les ravages de l'ouragan Irma. Pour le Télégramme, Irma sème la désolation. Le journal d'Hubert Coudurier qui débriefera tout à l'heure notre invité politique Philippe Martinez après 8h. Pour l'Est éclair, c'est Irma, désolation aux Antilles. Elles ont été frappées de plein fouet, vous le savez, par cet ouragan. Et selon Emmanuel Macron, le bilan sera dur et cruel pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La Guadeloupe, elle, a eu de la chance, comme en témoigne
plusieurs aubois sur place dans l'Est éclair. Pour le Républicain lorrain, c'est Irma du jamais vu aux Antilles. Et puis pour la Provence, c'est ce chiffre, 365 km/h, des vents exceptionnels qui ont frappé donc les Antilles. Pour le Midi Libre, c'est autre chose dans les territoires. Une actualité incendie avec la garrigue qui brûle aux portes de Montpellier. Attisé par un vent violent, un incendie a ravagé 80 hectares hier entre Grabels et Combaillot. Plusieurs habitations ont été évacuées. De gros moyens ont été engagés. C'est dans le Midi Libre. Pour Sud-Ouest, ce sont les contrats aidés. Les assos s'alarment. La diminution des contrats aidés affecte tout particulièrement le monde associatif, avec un exemple, la Banque alimentaire qui devra davantage faire appel au bénévolat. Et Sud-Ouest traite de ce sujet ce matin et c'est à sa une. Pour la Charente libre, on termine avec les vendanges précoces pour le cognac. Ces vendanges qui s'annoncent hétérogènes cette année. Elles pourraient démarrer dès lundi sur certaines parcelles, tandis que celles qui ont gelé devront bien sûr attendre. Pour la Voie du Nord, et si on écoutait les patients, et c'est le Voticrox, c'est ces témoignages qui continuent d'affluer sur les effets désastreux de cette nouvelle formule. La Voix du Nord y revient, et des pétitions qui ne cessent de prendre de l'ampleur dans le Nord. Et si on écoutait un peu les patients, indique La Voix du Nord ce matin à sa une. Voilà, le club des éditorialistes de la presse quotidienne régionale tout de suite, consacré évidemment ce matin à l'ouragan Irma. Avec vous, Pascal Jalabert, bonjour. Vous dirigez le bureau parisien du groupe EBRA. Vous êtes ici pour le Dauphiné libéré. Nous allons faire un premier bilan de cette catastrophe. Et puis Stéphane Vernet, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes nouveau dans cette matinale d'info. On a plaisir à vous accueillir ce matin. Vous êtes rédacteur en chef délégué et directeur de la rédaction à Paris du quotidien Ouest France. On va faire un point sur la LGV, train à grande vitesse, qui a été inauguré le 2 juillet dernier, donc dans la deuxième partie de ce club des éditorialistes. Alors, Pascal Jalabert, il y a aussi, au-delà de ce drame humain dont on a parlé dans le journal des territoires tout à l'heure, des aspects économiques, des conséquences de cet ouragan exceptionnel. On rappelle que c'est l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans les Caraïbes. Et dans l'avenir, il est possible qu'on connaisse d'autres ouragans de cette force. Alors, est-ce qu'il faut envisager des mesures financières, économiques différentes pour que les infrastructures tiennent mieux, par exemple ? Alors maintenant, ce qu'il faut commencer par dire, c'est qu'il n'y a plus de polémique sur l'impact du réchauffement par rapport à ces phénomènes exceptionnels. Tout ce que nous disent les climatologues, c'est qu'ils ne seront pas plus nombreux, mais beaucoup plus intenses et beaucoup plus dévastateurs. Donc ça implique une nouvelle attitude. Ça implique que les pouvoirs publics prennent en compte cela, à commencer par tout ce qui est bâtiment, à commencer par tout ce qui est protection de l'activité économique, les ports, les aéroports, les routes, tout ce qui est infrastructure. Et puis, il va peut-être falloir raisonner comme le font les Japonais ou la Californie par rapport au tremblement de terre, c'est-à-dire que dans les zones les plus exposées, alors ça concerne évidemment les Antilles pour les cyclones, les ouragans, mais ça peut aussi concerner nos littoraux pour ce qui est la submersion, on l'a vu en Vendée, ça peut aussi concerner des zones de montagne sur des avalanches beaucoup plus violentes. Donc il faut que le risque aujourd'hui soit adapté en fonction des impacts du réchauffement. C'est vraiment le rôle de l'État. D'ailleurs, le président de la République a marqué les choses tout de suite hier soir en allant au ministère de l'Intérieur visiter la cellule de crise. Très clairement, l'État doit intervenir pour deux raisons. Parce que d'abord, si on confie tout ça aux collectivités locales, on va créer une inégalité. C'est-à-dire que des collectivités locales qui sont plus exposées vont devoir dépenser beaucoup et consacrer tout leur budget à cela. Donc il faut que la solidarité nationale joue et que la loi, c'est-à-dire que le législateur prenne également tout cela en compte et dicte des normes. Alors on n'aime pas les normes, mais là, si on s'aperçoit qu'il y a un bilan humain catastrophique et un bilan économique dévastateur, il va bien falloir se pencher sur cette protection des zones les plus exposées. Alors la une du Dauphiné aujourd'hui, c'est dévastatrice Irma. La une. Oui. Est-ce que, vous avez juste évoqué le Japon et les États-Unis, ces pays-là, qui connaissent également ce type de phénomène météorologique exceptionnel, ont mieux résolu ces problèmes d'infrastructure très vite? Est-ce qu'ils sont plus en avance que nous? C'est-à-dire qu'ils prennent en amont le risque. Ils évaluent le risque en amont. Donc, les constructions sont adaptées, les réflexes à population sont adaptés. Ça n'empêche pas que parfois, les phénomènes sont trop violents. On l'avait vu pour Fukushima, où le risque tsunami avait été très clairement sous-évalué.
c'est encore un bon exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des phénomènes intenses que l'historique météo ne connaît pas. Donc du coup, il va falloir prévoir des protections beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont actuellement. Et ça va coûter de l'argent, bien sûr. Ça va coûter cher. Merci Pascal Jalabert, Dauphiné Libéré ce matin sur ce plateau. Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef délégué, directeur de la rédaction de Paris de Ouest France. On va faire un petit bilan avec vous de la LGV, la nouvelle ligne à grande vitesse, qui a été inaugurée le 2 juillet dernier. Alors le bilan est globalement, je crois, favorable. C'est ce que vous écrivez dans Ouest France. Oui, tout à fait. C'est un premier bilan qui est provisoire, en fait, mais qui montre qu'il y a une montée en régime de la fréquentation de la ligne qui est de l'ordre de 17% environ. Donc tout ça reste à préciser. On voit que certaines destinations comme les allers-retours Paris-Rennes, Paris-Saint-Brieuc ou Paris-Vannes sur les grandes villes, en fait, c'est jusqu'à 20% de fréquentation supplémentaire. Donc ce premier bilan, qui est encore une fois provisoire, montre qu'il y a un effet grande vitesse. Il y a eu une attractivité de la nouvelle ligne qui fonctionne malgré un petit redressement des prix. Voilà, un peu plus cher, 4 à 6 euros. Hein, oui, c'est ça, 4 à 6 euros. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vivent à Paris, qui vont travailler donc en Bretagne ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Bretagne et qui viennent travailler à Paris, du coup ? Est-ce que ça va modifier ces habitudes de vie professionnelles, au fond ? Alors, il y en a indéniablement, et en fait, c'est un des grands enjeux de ce type d'équipement. On sait que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, par exemple, entre Paris et Le Mans, puisque quand la LGV a été inaugurée entre Paris et Le Mans, vous aviez le cœur du Mans à moins de 50 minutes de Paris-Montparnasse. Donc on estime qu'il y a à peu près 800 personnes tous les jours qui travaillent à Paris, qui vivent au Mans ou inversement. Parce que c'est aussi l'idée, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire en sorte que cet équipement permette à des Parisiens de venir travailler à Rennes, notamment, ou en Bretagne. Vous avez, en accompagnement de la ligne, tout un projet, notamment sur la ville de Rennes, qui est un peu calé sur ce qu'a réussi à faire Lille avec Euralille, c'est un projet qui s'appelle Euro-Rennes, et qui consiste à développer tout un quartier d'affaires autour de la gare, et à inciter les Parisiens à venir se loger, travailler, avoir des bureaux à Rennes pour profiter en fait du cadre de vie. Une dernière question, pourquoi la clientèle d'affaires n'a pas encore été séduite ? Il paraît que la SNCF cherche à les séduire, que l'avion marche encore. Pourtant là, clairement, les délais sont réduits. Entre le moment où on va à l'aéroport, où on attend pour l'avion, la sécurité. Oui, alors, écoutez, l'offre, elle vient de se mettre en place. Après, il faut un temps pour qu'elle passe dans les mœurs, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens s'habituent à ce type de fonctionnement. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Donc l'offre aussi tarifaire et professionnelle de la SNCF est en train d'évoluer aussi pour attirer ce nouveau type de clientèle. Stéphane Vernet, on vous retrouve dans un instant. Tout à l'heure pour le débrief de Philippe Martinez. Pascal Jalabert, vous également, vous restez avec nous. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui est l'invité politique de Territoire d'Info dans quelques minutes. A tout de suite, je vous retrouve avec lui. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Journal des territoires. Il faut avoir au moins 24 ans pour se présenter au Sénat. L'âge moyen des sénateurs est de 62 ans en début de mandat. À 29 ans, David Racheline est le plus jeune de l'hémicycle. Le doyen Serge Dassault est lui âgé de 92 ans. Le Sénat, c'est 3/4 d'hommes et 1/4 de femmes. La représentation des femmes augmente très légèrement avec le renouvellement, mais reste faible. Première profession représentée dans l'hémicycle, enseignant. 1/4 des sénateurs exercent ce métier. Les autres fonctionnaires représentent 16% du Palais du Luxembourg. Le Sénat, c'est aussi 38 cadres, 16 agriculteurs et seulement un ouvrier. Enfin, les 2/3 des sénateurs exercent au moins un mandat local. 130 d'entre eux sont maires, présidents de conseil départemental ou de région, et vont devoir choisir entre le Sénat et leur mandat local en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Aujourd'hui, dans l'épreuve de vérité, Didier Guillaume sera l'invité de Michel Grossior. Le président du groupe socialiste au Sénat répondra aux questions de l'AFP et des échos radio classiques. L'épreuve de vérité, aujourd'hui à 18h en direct sur Public Sénat.
Depuis plusieurs années, la Birmanie a laissé peu à peu la démocratie s'installer dans le pays avec les victoires successives du parti d'Aung San Suu Kyi. Ce changement politique a vu l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux, une révolution pour toute une génération de jeunes Birmans. Les dessous de la mondialisation, demain à 18h sur Public Sénat. Voilà, c'est Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, qui est l'invité politique de Territoire d'Info. La deuxième partie de cette matinale télé sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et avec TV5 Monde. Bonjour Philippe Martinez, merci d'être avec nous ce matin. Pour vous interroger à mes côtés, Oriane Mancini, la spécialiste politique de Public Sénat. Bonjour Oriane. Et Hubert Coudurier, le patron éditorial, directeur éditorial du Télégramme et président de Télé-Bretagne Ouest. Merci Hubert d'être avec nous ce matin. Philippe Martinez, votre réaction bien sûr à ce drame qui frappe les Caraïbes, Saint-Martin détruit à 95%. Une petite musique ce matin tout de même qu'on entend, une polémique qui commence à naître sur les infrastructures. L'hôpital de Saint-Martin totalement dévasté, la gendarmerie ne marche plus non plus, plus aucun service public ne fonctionne. Est-ce que ça va être le cas par exemple pour les États-Unis qui vont être heurtés dans quelques heures ? Écoutez, d'abord, je voudrais apporter ma solidarité face au drame qui sévit sur les îles et la solidarité de toute la CGT. Je ne connais pas bien la Floride. Par contre, il est évident que dans les départements d'outre-mer, il y a un vrai problème d'infrastructure et l'État est moins présent en aide, en soutien. J'ai eu l'occasion d'aller à La Réunion, à la Martinique, et on voit bien qu'il y a des vrais problèmes. Des problèmes qu'on retrouve sur les territoires en métropole, mais accentués parce que c'est loin et parce qu'il y a des vrais problèmes dans ces territoires. Vous dénoncez le rôle de l'État, vous trouvez qu'il n'a pas été, qu'il n'est pas assez présent l'État dans ce combat contre les éléments, au fond, naturels. Évidemment, là, c'est exceptionnel, tout le monde le reconnaît. Ceci dit, en temps normal, entre guillemets, on voit bien qu'il y a des problèmes dans l'ensemble de ces territoires. J'allais dire, c'est ce qu'on retrouve dans certains territoires en métropole, ce que je vous disais tout à l'heure, mais comme c'est très loin, il y a une forme d'abandon des citoyens en matière d'infrastructures, de services publics, etc. etc. C'est une caricature d'un désengagement de l'État sur un certain nombre de territoires. Malgré cette situation que je rappelle, c'est exceptionnel. Donc, Oriane Mancini. Tout autre sujet, hein, Philippe Martinez. Emmanuel Macron propose un accord aux cheminots, fin des régimes spéciaux dès 2018, en échange d'un allègement de la dette de la SNCF. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas la dernière chance de sauver cette entreprise ? La première chose, c'est cette annonce qui est sortie publique hier, c'est du réchauffé. Elle date du mois de juillet. Il a eu un échange avec les cheminots au mois de juillet. Et donc, on trouve ça assez surprenant qu'à quelques jours d'une mobilisation, des salariés, du public, du privé, réapparaisse une nouvelle de ce type. Ça, c'est la première chose. Surprenant, c'est-à-dire que c'est un contre-feu pour vous ? Je sais pas. Oui, c'est évident qu'on veut à nouveau, et c'est une spécialité de M. Macron, d'essayer d'opposer les citoyens entre eux. On veut faire passer les cheminots pour des privilégiés, mais on a vu pour les fonctionnaires, on oppose les retraités et la jeunesse. Mais quand même, les régimes spéciaux, ça rappelle des souvenirs. On va y venir. 95, grande grève. Thrombose dans la région parisienne pendant 3 semaines. Est-ce que ça pourrait encore se reproduire aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de lassitude, surtout après les mois de manifs contre la loi ? Je voulais juste finir sur l'idée que c'est absolument scandaleux de la part du président de la République qui est là pour rassembler, d'essayer en permanence d'opposer les citoyens entre eux, mais de ménager, on le voit bien en ce qui concerne les retraités et la CSG. On parle que des retraités doivent payer la CSG parce que quand on gagne 1 200 € de pension, on serait plus aisé que certains jeunes. Et puis on va alléger l'impôt sur la fortune. Quel but poursuit le président de la République ? Quel but poursuit-il en divisant ? Mais pourquoi ? C'est pas son intérêt ? Pour éviter, on est à l'approche d'une journée d'action, pour éviter qu'il y ait des convergences entre les citoyens à partir de problématiques différentes mais qui puissent se regrouper. Et donc on essaye d'opposer les citoyens. Et c'est grave qu'un président de la République qui est normalement là pour rassembler
les citoyens essayent en permanence de les diviser. Alors, moi, j'aurais aimé, par exemple, que le président de la République intervienne là pour dire comment ça se fait que dans le Limousin, depuis le début de la semaine, il y a 100 trains qui ont été annulés pour des problèmes de panne électriques diverses à cause de problèmes d'emploi. Bien justement, est-ce que cette modernisation de la SNCF, elle n'est pas nécessaire? Donc, non, elle n'est pas nécessaire. Il faut écouter les cheminots qui disent il n'y a plus assez de salariés dans cette entreprise pour garantir la régularité des transports dans tous les territoires. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure, il y a des territoires qui sont délaissés, y compris en métropole. Il faut assurer un service public pour tout le monde. Et le train, c'est quand même un moyen de transport. Dit la SNCF doit devenir une entreprise d'agrégation de mobilité. Pour vous, c'est un langage de martien? Oui, enfin, pas que pour moi, à mon avis. La SNCF est un service public au service des citoyens français, partout sur le territoire. Et qu'on habite à la souterraine ou dans une métropole, on doit pouvoir se déplacer de façon régulière, sans avoir des pannes, comme on en voit, et je vous ai cité le Limousin parce que c'est particulièrement... Il y a des problèmes d'emploi... Ou des accidents. Ou des accidents, mais qui sont liés Vous voulez à dire, des problèmes Philippe Martinez, qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Il y a la LGV, dont on vient de parler d'ailleurs avant que vous arriviez sur ce plateau, qui fonctionne bien, qui permet aux hommes d'affaires de se déplacer. Et vous avez qui coûte cher, mais qui est un élément de progrès. Oui. Vous êtes contre? Non. Mais on peut pas... Et vous avez une deuxième SNCF qui ne remplit pas les missions de service public. C'est ça votre idée que vous voulez développer? C'est exactement ça. Et on ne peut pas avoir un genre de vitrine qui est nécessaire parce que ça montre justement le savoir-faire des salariés de la SNCF et des sous-traitants. Vous trouvez bien la LGV. Mais on ne peut pas faire ça au détriment des territoires, surtout pour accentuer, parce qu'on parle beaucoup d'environnement, mais il faut des actes concrets pour les remplacer par des cars qui ont un surnom célèbre. Philippe Martinez, une modernisation, du coup vous niez pas qu'une modernisation de la SNCF est nécessaire. Est-ce que l'effort ne doit pas être partagé? En clair, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre fin aux régimes spéciaux des retraites? Alors, premièrement, comme dans toutes les entreprises, et la SNCF, c'est l'État qui est actionnaire, on ne râle jamais dans une entreprise privée quand les actionnaires mettent de l'argent pour investir. À chaque fois que c'est une entreprise publique, on dit c'est pas normal. C'est normal que l'État assume dans une entreprise publique un certain nombre d'investissements. Le problème de la dette, c'est que l'État n'a jamais payé ce qu'il devait à l'entreprise, mais injecté de l'argent, et donc ça se dégrade. Donc c'est un élément sur cette question des régimes spéciaux. Enfin, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'il faut mettre fin aux régimes spéciaux des retraites? Non, parce qu'on présente les régimes spéciaux comme encore un privilège, et que ça serait l'ensemble des Français qui paieraient pour une petite... Vous savez très bien que le régime des salariés de la SNCF est un régime particulier qui n'a rien à voir avec le régime que connaissent l'ensemble des citoyens. C'est un régime particulier, vous le dites, c'est-à-dire qu'on a des agents de conduite qui partent à la retraite à 52 ans, des sédentaires à 57 ans. Est-ce que c'est encore entendable? C'est un régime qui est particulier, qui est financé uniquement par les cheminots. Ils payent plus de cotisations d'ailleurs dans leur régime que ce que paye l'ensemble des citoyens sur le régime général. Ça concerne les retraites et la santé. Un cheminot qui part de la SNCF ne touche pas le chômage. Vous voyez ? Donc c'est un régime qui est autofinancé par les cheminots, ça ne coûte rien. Est-ce que vous reconnaissez... Ce régime est excédentaire, et je pense que ça intéresse beaucoup le gouvernement de récupérer l'excédent de ce régime pour l'injecter dans un autre régime. Est-ce que vous reconnaissez Donc c'est pas un privilège le régime spécial, c'est un régime particulier. Mais est-ce que vous reconnaissez implicitement que la dette est un élément de négociation avec l'État? Et quand le président Macron dit si on ne change pas, si on ne bouge pas, ce sont vos enfants qui en paieront le prix, est-ce que c'est pas quand même un élément qu'on peut prendre en compte sans dire que le chef de l'État cherche systématiquement à opposer les Français entre eux? C'est pas d'ailleurs uniquement pour les régimes spéciaux que ce problème s'applique, mais le problème... Vous m'avez posé la question sur les régimes dits spéciaux, je vous ai répondu que c'était un régime, on pourrait l'appeler particulier. Donc pour vous, ce n'est pas négociable, vous n'êtes pas prêt à mettre sur la table cette question avec le gouvernement? C'est un faux problème. Là aussi, on essaie de faire passer les cheminots pour des privilégiés. C'est un faux problème. Alors, évidemment, la dette, on peut en parler, mais on peut toujours dire, comme l'État s'est désengagé petit à petit et n'a pas payé... n'a pas mis l'argent à la SNCF depuis des années et des années, aujourd'hui on dit, vous vous rendez compte, mais c'est de la responsabilité de l'État. C'est le cumul d'années de retrait de l'État dans quelque chose, je vous rappelle, qui est un service public et qui est indispensable
pour éviter la désertification d'un certain nombre de régions, de territoires dans notre pays. Philippe Martinez est l'invité de Territoire d'Info ce matin, notre invité politique avec la presse quotidienne régionale. Philippe Martinez, je voudrais vous entendre moi, sur les manifestations du 12 septembre. Vous espérez d'abord mobiliser combien de personnes? Est-ce que vous regrettez la présence, par exemple, de Jean-Claude Mailly, d'un certain nombre d'autres leaders syndicaux? Je ne suis pas un spécialiste des pronostics. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a déjà de recenser 160 manifestations sur l'ensemble du territoire en métropole. 160, c'est un haut niveau. Il y a dans beaucoup d'entreprises, il y a des appels à arrêt de travail. Donc il y a, pour une rentrée et pour une date aussitôt après la rentrée, c'est quelque chose d'assez intéressant. Après, les chiffres, mais est-ce que ce n'est pas quand même un test pour vous, cette journée du 12 septembre? Vous êtes les seuls à appeler à manifester. Est-ce que, si jamais vous ne réussissez pas à rassembler, est-ce que vous serez crédible pour les prochains combats, à commencer par l'assurance chômage, certains diront que ce n'est pas assez. Nous, il y a une situation qui est assez inquiétante d'un point de vue du droit du travail, mais je vous ai évoqué la CSG, le problème des jeunes qui ne trouvent pas de place. Mais justement, il devrait y avoir une grosse mobilisation. Pour l'instant, on l'entend pas. Vous pensez que ça peut aller crescendo? Venez avec moi dans les territoires, dans les entreprises, vous verrez qu'il y a des choses... Vous n'êtes pas inquiet, vous pensez que comme... par le passé, ça va crescendo, ça peut monter en puissance au fil des mois. On verra ça le 12 au soir. En tout cas, il y a un fort mécontentement. Après, évidemment, c'est pas évident pour un certain nombre de salariés, les précaires. Il n'y a pas une lassitude aussi, parce que là, il y a un sondage Odoxa qui laisse entendre que les Français sont tout de même un peu résignés à ce changement, à cette transformation qu'appelle le président Macron. Je sais pas, je vois la cote de popularité du président de la République, on peut pas dire que ça soit... Ah non, mais ils n'en sont pas très heureux, mais ils pensent que c'est inéluctable. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un fort mécontentement. C'est clair. Mais peut-être pas une capacité de mobilisation. Notre responsabilité syndicale, c'est d'expliquer ce qui se passe et puis d'essayer de convaincre les gens que subir, c'est pas la solution. Et donc transformer ce mécontentement en une formule qui dirait prenez vos affaires en main à partir de vos problématiques différentes selon les entreprises. Il y a des problèmes de salaire, il y a des problèmes d'emploi, il y a évidemment la remise en cause du droit du travail, il y a la situation des fonctionnaires, on leur dit vous travaillez bien. Dans le projet de loi sur les ordonnances, il y a quand même des points sur lesquels vous vous êtes entendu, notamment la formation professionnelle, même si vous avez dit que vous n'avez pas été écouté. Entendu n'est pas le mot. J'ai eu l'occasion de dire plusieurs fois que, premièrement, nous sommes satisfaits que, enfin, en matière sociale, on reconnaisse que la majorité est à 50%. Il était temps, puisque jusqu'à présent, c'était 30%. Donc ça, c'est une chose positive. La deuxième chose, c'est que on reconnaît aussi dans cet accord, pour une part, que dans les entreprises, il y a de la discrimination syndicale. C'est-à-dire que la peur de se syndiquer, elle existe. Et quand on a des responsabilités syndicales dans une entreprise, on fait le constat dans ce projet qu'on est moins bien traité que... C'est pour ça que vous êtes aussi peu représenté dans les entreprises. C'est la peur de l'affiliation syndicale. Pas que ça, mais en partie pour ça, 80% des salariés disent « je ne me syndique pas parce que j'ai peur des représailles ». Philippe Martinez, vous avez rencontré Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, hier. Comment s'est passée cette rencontre? Écoutez, on a rencontré deux groupes hier, parce que le groupe France Insoumise et le groupe communiste, et nous allons rencontrer le groupe socialiste dans les prochains jours. C'est normal que sur un tel projet, les organisations syndicales, en tout cas la CGT le fait à chaque fois, puissent expliquer le contenu de ces ordonnances, parce que nous considérons qu'en matière de droit du travail, en matière sociale, nous avons une certaine légitimité. Donc nous avons expliqué à ces deux groupes notre vision et nos craintes sur le contenu de ces ordonnances. Sur la rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on imagine qu'avec les communistes ça s'est mieux passé, mais sur la rencontre avec Jean-Luc Mélenchon, on dit que vos relations sont plutôt fraîches. On dit que vos relations sont plutôt fraîches. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vos relations avec Jean-Luc Mélenchon sont fraîches? Écoutez, nous avons des convergences de vues sur la nocivité de ce projet de loi, et nous en avions précisé quelques-uns en plus. Oui. Mais vous n'êtes plus la courroie de transmission du politique, ça c'est fini depuis longtemps. Chacun son boulot. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Parce que vous avez deux styles très différents. Hein. Vous avez un côté un peu Jean Gabin, lui c'est plus un animateur du showbiz. C'est la première fois qu'on me dit ça, je le note. C'est le côté Pépé le Mocro du Bercoudurier. D'accord, mais non, mais je le note dans la liste de mes surnoms, c'est nouveau. Plus sérieusement, nous sommes attachés à notre indépendance syndicale, vous le savez bien. Et de ce point de vue-là, il y a des actions syndicales et il y a des mouvements politiques qui font des choses. Pour finir sur Jean-Luc Mélenchon, vous ne nous avez pas répondu. Est-ce qu'il y a une concurrence entre Jean-Luc Mélenchon et vous? Est-ce qu'il est en train de vous ai répondu, mais vous n'avez
mal écouté. Il y a une convergence de vues. C'était plutôt flou. Il y a une convergence de vues sur la nocivité de cette loi. Non, mais est-ce qu'il y a une concurrence? Pourquoi 2 manifestations différentes? Il n'y a pas de concurrence entre Jean-Luc Mélenchon et vous. Vous savez que la CGT, elle essaye de rassembler les organisations syndicales. D'ailleurs, plusieurs organisations syndicales seront là le 12. Et on a un planning de manifestation. Derrière le 12, il y en aura une autre. On est en train d'y réfléchir. Et puis les mouvements politiques aussi décident de certains choix. C'est pas la première fois que France Insoumise fait des rassemblements, me semble-t-il. Philippe Martinez, justement, une question un peu personnelle et politique en même temps. Quelle est la différence, vous qui avez pratiqué Manuel Valls, qui pratiquez maintenant Édouard Philippe, entre les 2 premiers ministres? Est-ce que vous constatez une capacité de dialogue, par exemple, plus importante chez Édouard Philippe tout de même? Quel est votre sentiment? J'ai peu connu Manuel Valls, et je découvre Édouard Philippe. C'est 2 styles différents. Je pense que, en tout cas, les premiers échanges que j'ai eus avec Édouard Philippe, c'est un homme plutôt qui écoute. Après, on s'est rendu compte hier, je ne sais pas si vous avez vu le Canard enchaîné, que, alors qu'il nous avait dit que tous les syndicats seraient traités de la même façon, il y a eu des concertations officielles. Apparemment, d'autres concertations. Et Jean-Claude Maillet, vous n'avez pas l'impression qu'il vous fait un enfant dans le dos en allant discuter séparément avec le président de la République? Chacun a son style et chacun a sa façon de discuter. Et en plus, il a plus d'expérience que moi, peut-être. En tout cas, pour répondre à votre question, voilà, c'est c'est quelqu'un de terrain. Même si je pense que sur les questions sociales, il a encore des choses à apprendre, si je puis me permettre, parce que c'est plutôt. C'était un élu local d'une grande ville. Député maire du Havre. Exactement. Donc, mais on apprend à se connaître. Très rapidement, Philippe Martinez, dernière question. Oui, chaque fois qu'on se voit. Très rapidement, vous nous annoncez d'autres dates de manifestation. Quelles seront-elles? Quand ça doit se décider, on est jeudi, donc en fin de journée, donc vous le saurez demain. D'accord, mais ça sera avant la manifestation de la France Insoumise du 23 ? Évidemment. Merci beaucoup. C'est une manifestation syndicale. Philippe Martinez d'avoir été l'invité de Territoire d'Info ce matin avec la presse quotidienne régionale. Merci Hubert Coudioy du Télégramme, Ariane Mancini de Public Sénat. On vous retrouvera évidemment prochainement sur ces plateaux. Merci. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Voilà, Philippe Martinez quitte ce plateau et font leurs entrées. Ce matin, Stéphane Vernet, le rédacteur en chef délégué, directeur de la rédaction de Paris du journal Ouest France. Bonjour, merci d'être avec nous dans cette matinale d'info, d'être revenu. Bonjour Pascal Jalabert, directeur du bureau de Paris du groupe EBRA. Vous êtes ici ce matin sur ce plateau pour le Dauphiné libéré. Vous avez entendu Philippe Martinez au début de cette interview politique qui pointait le fait que des infrastructures, évidemment, là-bas, dans les Caraïbes, en zone française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, n'était peut-être pas tout à fait adapté aux nouvelles conditions climatiques et météorologiques qu'on va connaître. Il pointait une déficience de l'État sur ces questions-là, Pascal Jalabert. On va tout de suite le voir avec ce qui va se passer en Floride, d'ailleurs, où les Américains s'attendent, avec des infrastructures différentes, à accueillir, si j'ose dire. Oui, donc pour la CGT, ce qu'ils appellent le désengagement de l'État des territoires, ça fait partie... L'abandon des territoires. Oui, l'abandon des territoires, le retrait de l'État... ça fait partie de leur discours, de leur combat. Donc là, il rebondit sur les événements, tout en reconnaissant que c'est quand même très exceptionnel. Et puis derrière, il cite aussi des exemples dans le Limousin, avec les problèmes liés au train. Donc oui, pour la CGT, c'est l'occasion de remettre sur le tapis le désengagement de l'État et le retrait du service public. Après, on est sur un phénomène exceptionnel, donc c'est un peu particulier. Non, l'aspect politique des choses aussi, Stéphane Vernet, on l'a entendu critiquer le président Macron, Emmanuel Macron, en disant « il divise les Français ». Oui, alors ce qui est intéressant, enfin ce qui fait un lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que le fameux entretien entre le président et c'était 8 ou 10 cheminots en fait sur le futur de la SNCF, il s'est fait dans le train du voyage inaugural du 1er juillet qui allait, la LGV en fait, qui allait entre Rennes et Paris. Et là où Philippe Martinez a raison, c'est que c'est quand même curieux que cette info sorte début septembre, et c'est vraiment du réchauffé. Là, il a raison, c'est du réchauffé. C'était il y a 2 mois, ça a été publié il y a eu un verbatim qui a été publié dans un journal interne de la SNCF, parce que cet entretien s'est fait hors caméra et hors micro. Bon, ça sort 2 mois après, à un moment, à quelques jours de la mobilisation du 12 septembre. C'est vrai que dans le timing, on peut se
se poser des questions. Est-ce que c'est pensé, orienté, organisé? Moi, je crois pas, franchement. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une conjonction étrange. Ce qui était intéressant, c'est que on a parlé des régimes spéciaux des retraites. Oui. Bon, alors Hubert Coudurier avait raison de rappeler qu'en 95, ça avait provoqué une thrombose, 3 semaines. C'était une des très grandes mobilisations à l'époque autour de la question des régimes spéciaux. Cette réforme-là, elle est très compliquée. C'est de nature aussi à énerver un certain nombre de gens par rapport au Philippe Martinez a dit que ce sont les cheminots qui la paient pour eux-mêmes. Oui, alors là où il a pas tort non plus, c'est que en réalité ce qui est très, très singulier dans l'échange que apparemment le président a eu avec les cheminots, c'est qu'il dit vous m'aidez à oublier à supprimer le régime de retraite, et puis moi je fais en sorte que l'État prenne en charge tout ou partie de la dette de la SNCF, alors qui je crois s'élève à 44 milliards d'euros. Oui, mais cette dette elle n'est pas sur les régimes spéciaux, elle est d'abord liée aux investissements d'infrastructures. Ouais. Donc là, on parle de deux choses complètement différentes. Il a été tout de même en soutien de la LGV, vous avez entendu. Il n'a pas opposé le développement de la LGV, qu'il trouve de bon augure, une modernité de la SNCF, a-t-il dit, aux problématiques des trains qui marchent moins bien. Vous en faites souvent l'écho dans Ouest France, les trains de ville, les intercités, etc. Oui, alors je reviens encore à cette inauguration du 1er juillet. À Rennes, le président Macron a dit quand même quelque chose de tout à fait inattendu et de surprenant. Il dit voilà, on a une super LGV, c'était 3,4 milliards d'euros. Il dit ce genre d'investissement, c'est fini. On ne le fera plus. Maintenant, on va investir dans les transports du quotidien. Et là, on rejoint Philippe Martinez sur le côté les voies qui fonctionnent mal, qu'il faut moderniser, sur lesquelles le matériel roulant, sur lequel il faut réinvestir. Pascal Jalabert, la rencontre avec Jean-Luc Mélenchon a l'air de s'être passée plutôt moyennement. Oui, enfin, ce n'est pas surprenant que Philippe Martinez veuille l'admettre ou pas. Il y a une vraie concurrence entre... Elle a eu lieu hier, il faut rappeler. Entre ces deux manifestations qui sont en 11 jours d'intervalle. Très clairement, Jean-Luc Mélenchon voit bien que le front syndical est complètement désuni et donc il s'engouffre dans la brèche. Lui, son objectif, c'est quoi? C'est d'apparaître comme le premier opposant, voire le seul opposant crédible à Emmanuel Macron. Donc là, il a un boulevard, il roule dessus. Moi, ce que je voudrais dire, c'est sur la méthode Emmanuel Macron, c'est qu'il aborde toutes les négociations avec, pas un coup d'avance, mais de façon globale. C'est-à-dire que là, en effet, il mélange la dette qui n'a rien à voir avec le régime social des cheminots. Et je pense que dans cette négociation, quand il a reçu, entre guillemets, officieusement des représentants de force ouvrière, voire de la CFDT, il leur a aussi parlé assurance chômage, il leur a parlé formation professionnelle, il leur a parlé retraite. Donc, il y a d'autres deals qui ont commencé. Et je pense que Jean-Claude Mailly, le représentant de Force ouvrière, il a reçu quelques garanties, soit sur l'UNEDIC, soit sur la formation professionnelle. Il a utilisé la même méthode lors de sa tournée européenne dans les pays de l'Est, c'est-à-dire il a négocié les travailleurs détachés avec autre chose. Donc c'est une méthode de négociation qui est un peu différente de ce qu'on a connu, mais je crois qu'il faut faire attention parce que mélanger la dette avec les régimes spéciaux, c'est quand même un grand écart. Et surtout, on a les carottes d'un côté et les patates de l'autre. Pascal Jalabert du Dauphiné libéré sur ce plateau ce matin. Merci Stéphane Vernet de Ouest France. Le 24 septembre, vous savez, c'est la journée spéciale que consacrera Public Sénat à l'élection du Sénat au Sénat, élection des sénateurs. D'ici là, notre rédaction est présente sur le terrain. Où on se rend maintenant, si vous le voulez bien, dans le département du Nord. Les candidats se bousculent dans un paysage politique en pleine recomposition. Et c'est Céline Sixou pour Public Sénat qui s'y est rendue. On regarde ensemble. Un slogan ambulant. Pour sillonner le Nord, Patrick Kanner a mis les moyens. Avec son minibus, l'ancien ministre se rend aujourd'hui dans une entreprise qui fabrique des bâches. Patrick Kanner, ancien ministre et peut-être sénateur le 24 septembre. Le candidat investi par le PS espère gagner 3 des 11 sièges du département, moins qu'en 2011 où les socialistes avaient remporté 5 sièges. Dans le Nord, nous avons perdu des grandes villes, Roubaix, Tourcoing, Hasbrook, Bailleul. Donc nous savons que nous aurons moins de sénateurs.
moi, j'essaie de remotiver les élus, les grands électeurs proches de notre sensibilité. Les municipales de 2014, puis les départementales et les régionales en 2015 ont modifié le corps électoral. De gauche, les grands électeurs sont désormais majoritairement à droite. Un changement dont espère profiter Marc-Philippe Daubresse, le candidat investi par les Républicains. On a encore jusqu'à la fin de la semaine si vous avez une idée géniale, on la prend. Ce jour-là, l'ancien député finalise les derniers détails avec ses colistiers. L'objectif pour lui, obtenir 3 sièges. Ici, dans ce département, nous avons gagné la région contre la gauche, nous avons gagné le département contre la gauche, nous avons gagné les principales grandes villes et moyennes villes contre la gauche. Donc, je pense qu'on a la possibilité de faire un beau score. Maintenant, on n'a pas réussi. J'ai proposé l'union qui n'a pas pu se faire pour des raisons essentiellement de personnes. On va donc avoir 5 listes. La droite en ordre dispersé. Face à lui, une liste dissidente LR menée par Jean-Pierre Bataille, mais aussi celle de la sénatrice UDI sortante, Valérie Létard. Et merci, monsieur le maire, de nous accueillir. Elle aussi compte sur le renouvellement des grands électeurs et sur son expérience pour attirer sur sa liste. Je suis la seule élue sortante ici. Nous avons travaillé depuis longtemps à composer une liste avec des nouveaux, des élus qui étaient présents mais qui ne s'y représentent plus. Moi-même qui continue en fait l'aventure et qui porte toujours cette même philosophie. Nous voulons, sur chaque texte, sur chaque mesure qui sera proposée, être la voix des territoires, pouvoir proposer des amendements et surtout demander bien évidemment au gouvernement qu'ils prennent quand même le temps, même s'il est urgent de réformer, le temps du débat, le temps de l'échange et de la concertation avec ceux qui représentent nos élus. Tout juste investi, le candidat de La République En Marche, Frédéric Marchand, est très sollicité. J'ai eu Brigitte Lizo là tout à l'heure qui m'a envoyé un petit message, j'ai eu Catherine Hausson. Donc le tout, ça va être de bien s'organiser avec les uns et avec les autres, quoi. Pourtant, il a peu de chance, desservi arithmétiquement par le corps électoral, mais aussi par les mesures très impopulaires annoncées par Emmanuel Macron, comme la fin des contrats aidés ou encore la suppression de la taxe d'habitation. Une campagne est toujours par essence compliquée et donc on verra le 24 septembre au soir ce qui se passe en matière de résultats. Moi, ce qui m'importe dans tout ça, et c'est le sens de mon engagement, c'est de me dire comment je peux être utile aux élus des collectivités du département du Nord et comment je peux être utile aux nordistes sur les thématiques qui les impactent aujourd'hui. La sénatrice sortante, Delphine Bataille, qui a rejoint le groupe En Marche, briguait elle aussi l'investiture. Bonjour monsieur le maire. Ça va ? Mais écartée à cause de désaccords locaux, elle a finalement décidé d'y aller seule. Je suis membre du groupe La République En Marche au Sénat qui a été constitué lors de la session extraordinaire et j'y resterai bien entendu si je devais être réélue. Je suis dans une position de soutien à l'action du président de la République parce que je veux que l'exécutif réussisse son quinquennat. Néanmoins, je conserve de ce fait la liberté de défendre les besoins des collectivités et des élus locaux. Le sénateur communiste sortant, Éric Bocquet, a choisi un cadre bucolique pour la photo de famille. Il peut intégrer les fleurs, ça va être magnifique. Mets-nous quelques fleurs. L'enjeu pour lui, conserver les 2 sièges du groupe, même si le contexte a changé. Notre base arithmétique théorique, le point de départ, c'est un peu rétréci. De manière très réaliste. Mais pour autant, on dépasse cette logique strictement arithmétique pour avoir une démarche très politique, mais politique avec un grand P, pas politicienne, pour aller voir les élus et dire que notre discours n'a pas changé sur les réformes territoriales, sur la baisse des dotations, sur ce qui fait les préoccupations des élus. Et nous voulons porter ce message dans le Nord comme au Palais du Luxembourg et non pas de discours. Au total, pour ces élections sénatoriales, il devrait y avoir dans le Nord 11 listes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir, à demain dans un instant. Le Zap Monde de TV5 Monde. C'est l'ouragan de tous les superlatifs. Le plus puissant, le plus virulent et peut-être même le plus dévastateur. En pleine tempête, les vents ont soufflé à plus de 300 km/h, comme sur cette vidéosurveillance. Et les vagues se sont élevées à près de 12 mètres de haut. Irma a balayé les îles françaises de l'archipel des Antilles. Après son passage, c'est le théâtre de la désolation. Des ouragans, il s'en produit chaque année.
Certains marquent l'esprit plus que d'autres. Tout le monde, ou presque, se souvient de Katrina qui a ravagé le sud des États-Unis en 2005 et provoqué la mort de près de 1800 personnes. En 2012, Sandy a lui aussi beaucoup fait parler de lui, plus pour avoir frappé New York que par son nombre de victimes, 200. C'est nettement moins que Jeanne, près de 3000 morts en Haïti en 2004, ou encore que Mitch, 9000 morts en Amérique centrale. Il va y avoir plus d'événements intenses, mais malgré tout, on aura toujours des fluctuations naturelles et personne ne peut prévoir aujourd'hui que l'année 2018 ou l'année 2019 sera associée à un très grand nombre d'ouragans. Le pape est arrivé en Colombie. François a soutenu les accords de paix entre les différentes guérillas colombiennes et le gouvernement du président Santos, le dernier prix Nobel de la paix. Le souverain a demandé des prières aussi pour le Venezuela voisin. Ils viennent de voter à l'unanimité une résolution pour garantir le processus de paix au Mali. Un texte rédigé sous l'impulsion de la France. Les sanctions votées au Conseil de sécurité de l'ONU doivent permettre de consolider le cessez-le-feu, violé à de nombreuses reprises dans le pays. Les avancées obtenues, aussi satisfaisantes qu'elles soient, se heurtent à un certain manque de volonté politique, ainsi qu'à des agissements qui menacent sérieusement les progrès réalisés. Combien étaient-ils à Lomé et ailleurs? Des centaines de milliers? Ou 1 million, comme le dit Jean-Pierre Fabre, un des leaders du mouvement? Tous dehors pour réclamer un départ, une fin de règne, celle du président Gnassingbé et de son père, 50 ans d'autorité. Dans les années 90, il y avait le père. Et aujourd'hui, nous avons le fils. Et les populations supportent difficilement cette succession dynastique. La revue de presse, l'éclairage d'un député et l'entretien politique. Pour aborder l'actualité sous un autre angle, retrouvez-nous dans Politique Matin. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, à partir de lundi en direct à 8h30. Nous avions tous à l'époque un espoir inouï, un espoir dans l'avenir, que cette guerre avait été la guerre des guerres. Raoul Briquet, Albert Taillandier, tous deux nés en 1875, tous deux députés du Pas-de-Calais, réfugiés à Paris à cause de l'avance allemande en 1914. Politiquement, tout les sépare. Raoul Briquet, ancien avocat du syndicat des mineurs, est un socialiste très attentif aux droits des travailleurs. Albert Taillandier, républicain indépendant, est un homme de droite, un notable, qui a pris la succession de son père comme député-maire de Fresnoy-en-Goël. Mais tous deux sont patriotes. Raoul Briquet est même l'un des très rares socialistes à avoir voté en 1913 la loi de 3 ans, qui prolongeait d'1 année la durée du service militaire. En 1917, les Allemands reculent, le Pas-de-Calais est libéré. Symboliquement, la Chambre y envoie en mission les 2 députés de tendance opposée, incarnant ainsi l'union sacrée, l'union nationale. Raoul Briquet, Albert Taillandier retrouvent leur circonscription, dont ils ont été coupés pendant 2 ans et demi. Là-bas, tout est ravagé, c'est un paysage lunaire qui s'offre à leurs yeux. Aux dégâts causés par les combats s'ajoutent les dynamitages des Allemands, qui détruisent les infrastructures avant de se retirer. Les 2 parlementaires ne portent pas l'uniforme, ils sont là en mission pour observer, pour rédiger un rapport et pour apporter des secours aux populations. Le 25 mars 1917, ils arrivent à Bapaume. La ville a été libérée par des combattants venus du bout du monde, des troupes néo-zélandaises. Les combats ont été rudes, plus aucune maison ne tient debout. Un seul édifice a subsisté, la mairie. Les 2 députés décident de s'y installer pour y passer la nuit. Or, l'hôtel de ville a été miné par les Allemands. Une bombe à retardement éclate pendant la nuit. Les 2 députés ne se réveilleront jamais.
Flash Talk, présenté par Sonia Kironi et Raphaël Yem, dans un instant. La séance est ouverte. À partir du mardi 3 octobre, en exclusivité sur LCP. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Vous preniez le risque immense de reproduire les erreurs du passé. L'ensemble du gouvernement a parfaitement conscience de l'ampleur de la tâche. Vous allez appauvrir plus de la moitié des retraités de France. Redonner des moyens à nos services publics et rattraper nos retards. C'est dans le dialogue que nous trouverons des solutions. Vivez en direct et en intégralité les questions des députés au gouvernement. Mardi 3 octobre à 15h.